recommencer à zéro. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. On se rend compte qu'on a commencé un webinaire tout seul dans notre coin depuis 10 minutes, mais qu'a priori, vous ne nous entendez pas. Donc, on s'excuse pour les 10 minutes qu'on vient de vous faire perdre et on va recommencer notre webinaire à zéro. C'est bien la première fois que ça nous arrive. Maîtrise de la solution de webinaire. Alors, on est aujourd'hui focalisé sur un webinaire sur les thérapies numériques ou digital therapeutics. Ça change toujours pas. Pardon pour... c'est le dernier de l'année. Je pense que ça n'aide pas. Et ça partage toujours pas. Du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien. Alors là, on voit les slides se changer. Ok, donc on va rester dans ce mode de présentation là. Exactement. Merci beaucoup, Delphine. Donc Charlotte Lemel, directrice associée chez Meditup. Et Ronan Lequéré, donc directeur associé chez Meditup. Aujourd'hui, on va vous parler de thérapie numérique, de thérapie digitale. Et pour rentrer dans le vif du sujet une deuxième fois pour nous, on va vous parler de la définition et du positionnement des thérapies numériques. Alors, les thérapies digitales ou thérapies numériques peuvent être définies comme l'utilisation d'outils numériques à des fins thérapeutiques. Pour être classées thérapie, ces solutions doivent être fondées sur des preuves scientifiques validées par les autorités de contrôle. Les thérapies digitales doivent également être utilisées par le patient seul ou le patient et le médecin. Toutes les applications à destination des médecins uniquement ne sont pas considérées comme des DTX. À ce jour, les DTX sont des dispositifs médicaux, quand les critères en sont remplis, numériques à visée thérapeutique. Ils se distinguent du coup des médicaments par leur mode d'action puisqu'ils sont des moyens non pharmacologiques, non immunologiques et non métaboliques. Ceci amène une série d'obligations, dont celle de disposer d'un marquage CE médical, de se conformer à certaines exigences essentielles de sécurité et de performance et d'assurer un niveau suffisant de protection des données personnelles, y compris de santé, que les DTX peuvent permettre de traiter. Ces thérapies sont utilisées indépendamment ou en lien avec des médicaments, des appareils ou d'autres thérapies. Il existe deux grandes catégories de DTX, les standalone, qui sont des thérapies ayant pour vocation de remplacer un médicament, et les compagnons, qui sont des thérapies complémentaires d'un traitement médicamenteux. On a un chiffre clé pour nous, puisqu'en 2002, seulement un médecin sur deux connaît l'existence des DTX. Ça veut dire qu'il va y avoir un réel enjeu de communication. Alors, il y a un syndicat qui s'appelle la DTX Alliance qui recommande 10 points clés lors de la conception, de la fabrication, de la production d'une thérapie numérique. Les deux premiers points sont véritablement les points clés qui sont associés au fait qu'une thérapie numérique doit assurer de la prévention, de la gestion ou alors traiter un trouble, ou encore, le deuxième point, permettre une intervention médicale pilotée par un logiciel. Les 3 points qui suivent, 3, 4 et 5, sont des points qui informent et qui implique d'intégrer les utilisateurs et de penser la conception et la fabrication des produits avec les meilleurs dispositifs de qualité. Donc, véritablement, de faire du design by default pour que ce soit le plus adapté aux utilisateurs et que ça puisse apporter des bénéfices cliniques, on va pouvoir le montrer après. Et bien évidemment, étant donné qu'en plus, on est en Europe, qu'il y a l'obligation du RGPD, globalement, il y a la nécessité de pouvoir intégrer dès la phase de conception et lors de la fabrication des mesures qui vont favoriser et garantir la protection de la vie privée et la sécurité des patients. Enfin, il va falloir pouvoir aussi gérer les risques dans la fabrication, tout comme les dispositifs médicaux, puisqu'il faut appliquer les meilleures pratiques de déploiement, de gestion et de maintenance des produits et donc, encore une fois, assurer la sécurité majeure des patients. Les points importants, Charlotte les a évoqués, c'est qu'aujourd'hui, une thérapie numérique doit impérativement avoir démontré ses bénéfices cliniques via des essais cliniques. Donc, ça, c'est important de pouvoir démontrer un bénéfice statistiquement significatif et qui va permettre justement de pouvoir démontrer les bénéfices de la thérapie. Ce qui va mener à une certification, donc la fameuse certification médicale, qui va permettre ensuite de pouvoir déployer le produit auprès des patients, mais donc cette certification et qui doit bien évidemment restreindre aussi les allégations exclusivement à ce qui a été démontré. Alors, vous êtes sensibilisés aujourd'hui en France sur tous ces aspects, mais c'est un syndicat qui est un syndicat européen, même international, qui favorise ces points clés. Et enfin, point important aussi, c'est qu'il va falloir aussi démontrer qu'en vie réelle, donc quasiment une phase 4, pouvoir montrer qu'en vie réelle, les bénéfices qui ont été démontrés via les essais cliniques qui ont été menés en amont du déploiement vont pouvoir garantir et démontrer que ces bénéfices sont aussi constatés et sont aussi vérifiés en vie réelle. Alors,
comment est-ce qu'on place finalement les thérapies numériques au sein de l'écosystème de la santé numérique ou digital health? On voit que la santé numérique, ça revêt tout un tas de dispositifs, bien évidemment les applications mobiles qui vont permettre d'enregistrer la prise de ces médicaments, qui vont permettre d'enregistrer des informations personnelles, mais qui ne sont pas forcément certifiés ou qui n'ont pas démontré leurs bénéfices cliniques à l'aide d'études cliniques. Ce qui va justement différencier la médecine digitale de la santé numérique, c'est qu'on va pouvoir démontrer des bénéfices cliniques avec tous les dispositifs de médecine digitale. Notamment, de plus en plus aujourd'hui, on publie des applications avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui démontrent des bénéfices clés, mais bénéfices clés qui n'ont pas été démontrés en vie réelle. Ce qui distingue encore une fois les thérapies médicales, les digital medicine des thérapies numériques. C'est que les thérapies numériques, véritablement, ces bénéfices en vie réelle permettent de distinguer de la médecine digitale les thérapies numériques. Donc, on voit qu'on doit démontrer via des essais cliniques et qu'ensuite, en vie réelle, on doit démontrer les bénéfices. Et on le verra justement dans le cadre de la commercialisation, de la mise sur le marché par rapport aux législations, notamment allemandes et françaises. Donc, on l'a vu, les DTX, ce sont des dispositifs médicaux. Ils doivent donc répondre aux objectifs fixés par la NSM. Donc, ils doivent être destinés à une utilisation et à des fins médicales, comme prévenir une maladie, établir un diagnostic ou constituer une aide au diagnostic, être une aide au traitement, par exemple dans la gestion et le contrôle d'une maladie chronique, et donner un résultat propre au bénéfice d'un seul patient. Ce qui veut dire qu'un logiciel destiné à la simple observation de la bonne prise d'un traitement ou à la simple communication de données au médecin, sans fonction d'alerte, n'est pas un dispositif médical et donc n'est pas un DTX. Les thérapies numériques peuvent prendre plusieurs formes digitales, que ce soit des applications mobiles, des logiciels de réalité virtuelle ou même des jeux vidéo. Plusieurs avantages pour ces thérapies. Pour les patients, les DTX peuvent permettre d'améliorer l'adhérence au traitement et à la gestion des maladies chroniques. Pour les professionnels de santé, permettre de surveiller à distance les patients, d'obtenir des données en vie réelle. Et puis pour les laboratoires pharmaceutiques, ils permettent de renforcer l'engagement des patients, d'obtenir des données également de vie réelle, de créer un plus produit par rapport aux produits concurrents. Alors, on va vous présenter des exemples de ce que sont des thérapies numériques pour que vous puissiez justement mieux percevoir. Donc, la première thérapie numérique qui a été validée et certifiée dispositif médical en France, c'est une thérapie qui s'appelle MoveCare. MoveCare, c'est un questionnaire qui est diffusé via des médias numériques auprès des patients qui ont eu un cancer du poumon. Ça va permettre de voir potentiellement des complications durant la phase de traitement, ou alors pour les patients qui sont en phase de maintenance ou qui sont guéris de leur cancer, de pouvoir immédiatement, enfin en tout cas plus précocement, identifier une potentielle phase de récidive. Ce qui est intéressant, c'est que les essais cliniques qui ont été menés ont permis de démontrer qu'on avait une amélioration de la survie globale de près de 8 mois, de 7,6 mois pour être exact, avec ce type de dispositif. Ce qui a permis justement de pouvoir démontrer ce bénéfice clinique, d'obtenir la certification dispositif médical et dispositif médical numérique et de pouvoir être commercialisé sur le marché. Un deuxième exemple qui est aussi connu, qui est un dispositif tout autant français. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais MoveCare, finalement, pour pouvoir être financé, a été racheté par une société israélienne. On va voir que Diabeloop est une société qui a été développée en France, mais qui finalement s'est déployée aux États-Unis où le marché était plus important et plus rentable pour Diabeloop. Donc, Diabeloop, c'est une structure qui propose un dispositif, une thérapie numérique qu'on appelle compagnon, comme l'a évoqué Charlotte, et qui va accompagner les patients qui ont un diabète de type 1. De quoi se compose Diabeloop? Diabeloop, c'est un compagnon qui intègre à la fois un capteur de glucose en continu, donc qui va permettre de capter la glycémie du patient, qui va envoyer cette information de la glycémie vers une application qui va stocker l'algorithme d'intelligence artificielle propriétaire de Diabeloop, qui s'appelle DBLG1, Diabeloop glycémie 1, glycémie ou glucose, et qui permet justement de pouvoir évaluer la dose d'insuline qu'il va falloir envoyer au patient en fonction de sa glycémie et d'informations qu'il aura renseignées simultanément, comme par exemple, est-ce qu'il a effectué une activité physique ou est-ce qu'il prévoit d'effectuer une activité physique et quelle a été son alimentation, est-ce qu'il a eu des apports plus sucrés ou des repas plus légers ou plus lourds qu'usuellement, et donc l'algorithme, grâce à toutes ces informations, la glycémie, les informations renseignées par le patient, va pouvoir envoyer au patient via la pompe à insuline la bonne dose d'insuline. Donc Audisight, c'est une application mobile disponible uniquement sur prescription médicale à utiliser régulièrement entre les consultations d'ophtalmologie.
L'application propose des tests visuels adaptés de ceux pratiqués en consultation, permettant de surveiller la vue du patient et de détecter d'éventuelles baisses d'acuité visuelle. Les tests y sont proposés sous forme de puzzles dynamiques à recomposer qui se débloquent pour récompenser les utilisateurs réguliers. Audisign permet donc de garder le lien avec son médecin et d'évaluer sa vision centrale. Donc encore une fois, ça vient en complément d'un traitement. Alors, Bliss DTX, c'est une thérapie numérique qui est employée dans les indications de la douleur aiguë induite par les soins. L'application est utilisée en complément ou en remplacement des produits pharmacologiques et des gaz médicaux traditionnels. Elle immerge les patients dans des univers sonores et visuels comme une prairie, une forêt, des fonds marins ou même l'espace et mobilise leurs capacités en les plaçant dans un état de conscience modifié, réduisant notablement le niveau de la douleur ressentie. Les bénéfices pour les patients et les soignants sont nombreux. Baisse significative de la douleur et de l'anxiété, meilleure récupération post-soins du côté des patients. Et pour les soignants, on va avoir une meilleure qualité des gestes médicaux et également que c'est une option thérapeutique supplémentaire non médicamenteuse. Alors, maintenant qu'on a positionné les thérapies numériques, quel est le marché? Donc, c'est véritablement actuellement encore un marché en devenir. Toutefois, c'est un marché qui évolue tant en termes de nombre d'applications disponibles, tant en termes financiers, tant en termes de pathologies et troubles couverts, qui évoluent de manière importante. Alors, on a deux graphiques avec deux sources différentes, mais on voit qu'on a des évaluations de l'ordre de 15 milliards de dollars à horizon 2027, et ici, on est à quasiment 22 milliards à horizon 2028. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fin de compte que l'ensemble des pathologies ou en tout cas des aires thérapeutiques ou des spécialités sont couvertes. Donc le diabète avec véritablement une pathologie ou en tout cas un univers thérapeutique qui va augmenter et qui augmente depuis 2021 jusqu'à 2027, les maladies du système nerveux central, les maladies respiratoires, tout ce qui est aussi l'accompagnement au sevrage tabagique, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Alors, ce qui est intéressant, et on va le voir après, c'est qu'on ne voit pas forcément les maladies mentales, mais il y a énormément d'offres sur les maladies mentales. Et ce deuxième graphique, en fait, vous montre l'évolution en fonction de la localisation géographique. Donc, on voit que, bien évidemment, l'Amérique du Nord va exploser, mais l'Europe n'est pas en reste. C'est la partie bleue du graphique, avec véritablement une augmentation de 30% entre 2023 et 2028 du marché, et donc avec une potentialité énorme. Alors, on voulait faire aussi le focus sur deux pays en Europe que sont l'Allemagne et la France, puisque c'est pas du tout le même niveau et le même avancement d'acculturation entre l'Allemagne et la France, avec l'Allemagne qui est véritablement prédominante et qui est en avance sur le déploiement de thérapie numérique. Et ça se voit déjà rien qu'avec ce graphique. Ce graphique vous montre l'ensemble des thérapies numériques qui étaient déjà déployées en Allemagne en 2022. Donc énormément dans la santé mentale, on vous l'évoquait précédemment. On parlait aussi des troubles du système nerveux, les troubles gynécologiques, les voies respiratoires, en oncologie, les troubles musculaires ou squelettiques, voilà, les troubles du métabolisme, les troubles des comportements alimentaires et la dépendance. Mais ce graphique vous permet de voir qu'il y avait déjà énormément de thérapies numériques diffusées en Allemagne en 2022. Point d'information assez clé, MoveCare était la première thérapie numérique. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2022, il y avait une thérapie numérique qui était déployée en France, qui était MoveCare. Il y en avait 35 en Allemagne et au niveau international, c'était 250. Et on va voir qu'il y a un aspect réglementation, puisque les thérapies numériques en Allemagne relèvent du Digital Health Hubs, le DiGA, qui est une réglementation qui est très favorable justement au déploiement des thérapies numériques. En comparaison, alors on a grossi le schéma, mais en comparaison à la même époque en France, on voit qu'on avait nettement moins de thérapies numériques, d'autant plus quand on voit cette petite astérisque qui démontre que certaines thérapies n'étaient pas encore lancées. Donc l'astérisque est présente à de multiples endroits sur ce graphique. Donc on voit que à la même époque, le marché en France était nettement moins déployé. Par contre, on voit quand même toujours les mêmes spécialités qui sont adressées avec la santé mentale, les troubles sexuels, les maladies chroniques, les troubles de la consommation alimentaire, etc. Donc, ce qui différencie véritablement les deux marchés, français et allemand, c'est la réglementation et le remboursement. Donc, comme on l'a évoqué, en Allemagne, on est sous la coupe du Digital Health Hubs, alors qu'en France, c'est un dispositif qui s'appelle PECAN ou PECAN, prise en charge anticipée des applications numériques. Quelles sont les différences majeures? Aujourd'hui, en Allemagne, un fabricant de thérapie numérique
peut demander une inscription provisoire qui va être valable 12 mois, pendant laquelle il va pouvoir proposer sa thérapie qui va être prescrite, recommandée par des professionnels de santé à un prix qui est fixé par l'industriel et qui va permettre justement de pouvoir mener les études en vie réelle pour démontrer les bénéfices cliniques en vie réelle. À l'issue de ces 12 mois, si on n'a pas encore suffisamment d'informations qui démontrent le bénéfice clinique, on va pouvoir prolonger de nouveau de 12 mois cette inscription provisoire. Si jamais on a démontré les bénéfices cliniques, on va pouvoir s'inscrire de manière permanente et là, le prix va être défini avec les autorités de santé et la thérapie va pouvoir être prescrite à tous les patients. Alors, encore une fois, Charlotte l'a évoqué, les thérapies numériques doivent être soit utilisées par le professionnel de santé et le patient, ou alors exclusivement par le patient, mais ça ne peut pas être une thérapie qui est exclusivement utilisée par le professionnel de santé. Et les thérapies doivent quand même disposer du marquage CE pour pouvoir être proposées aux patients. Mais cette loi est très favorable à la diffusion des thérapies numériques. En France, la législation est un peu plus compliquée. On a voulu faire quelque chose qui s'inspirait de la législation allemande, avec la prise en charge anticipée numérique, PCAN, qui va permettre de pouvoir proposer sa candidature pour sa thérapie numérique, qui va être évaluée. C'est à ce moment-là aussi que le prix va être fixé entre les autorités de santé et l'industriel, pour pouvoir ensuite bénéficier d'un remboursement anticipé sur une période de 1 an non renouvelable. Pendant cette même période de 1 an non renouvelable, il va falloir inscrire à la liste des activités de télésurveillance médicale dans les 9 mois qui suivent le remboursement anticipé, ou alors à la liste des produits et prestations remboursables, et dans ce cas-là, dans les 6 mois, la thérapie numérique. À l'issue de cette période, on va devoir démontrer qu'on a apporté des bénéfices cliniques. Et si on n'a pas démontré qu'on a des bénéfices cliniques, la thérapie ne sera tout simplement plus remboursée et ne pourra pas aller sur le marché. Et d'ailleurs, un acteur qui s'appelle Deprexis est remboursé aux États-Unis. Elle a démontré des bénéfices cliniques dans plusieurs études randomisées et en France, elle n'a pas été remboursée. Donc, Deprexis n'est plus disponible en France. Pour continuer un petit peu, si jamais on a démontré les bénéfices cliniques, on va pouvoir rentrer dans la phase de remboursement de droit commun. Donc, encore une fois, soumettre sa candidature, évaluer le bénéfice clinique et pouvoir accéder au remboursement pérenne sur une durée de 5 ans renouvelable. On a parlé très vite pour rattraper le retard. Donc, en défi et conclusion, comme on l'a vu, il y a de réels défis à relever quand on veut proposer un DTX. Déjà, le coût des études cliniques. Afin de s'assurer d'un bénéfice clinique, les DTX doivent mener des études cliniques coûteuses avec plusieurs essais randomisés contrôlés et faire face à une réglementation très astreignante. Il faut également une acculturation des professionnels de santé. La législation étant récente, les professionnels de santé ne sont pas encore formés ni habitués à prescrire une DTX. Il est donc essentiel de gagner en visibilité auprès des professionnels de santé. On le voyait en introduction, en 2002, un médecin sur 2 ne connaissait pas l'existence des DTX. Une acculturation des patients également, puisque les thérapies digitales représentent une nouvelle expérience pour le patient qui va être habitué plutôt aux médicaments traditionnels. Du coup, il va falloir que l'ergonomie de l'interface utilisateur et son design soient vraiment intégrés dans une démarche de conception centrée sur le patient afin d'éviter des abandons à chaque étape du parcours, le téléchargement de l'app, la création de comptes, etc. Et puis, évidemment, un business model encore incertain pour les fabricants puisque le marché des DTX reste pour le moment cantonné à l'échelle nationale. Or, les thérapies digitales sont des produits avec une faible marge et un modèle de distribution en construction. Du coup, les fabricants sont encore à la recherche d'un business model profitable et scalable parce que, comme le disait Ronan, quand on veut proposer un DTX dans plusieurs pays, il va falloir se restreindre à la réglementation de chaque pays. Donc, c'est encore très compliqué de pouvoir se mettre, par exemple, de pouvoir proposer un DTX en Europe. En conclusion, les thérapies numériques proposent aux acteurs du parcours de soins des solutions alternatives ou complémentaires aux thérapies médicamenteuses. Ces thérapies numériques doivent démontrer leurs bénéfices sur base d'études cliniques et ce point est vraiment important parce que c'est ce qui fait que certaines DTX disparaissent. En France, le marché reste relativement limité et la procédure vers une prise en charge ne garantit pas le remboursement de la solution. Bon, toutefois, fin 2023, l'ANSM a annoncé le lancement d'une task force chargée d'harmoniser les critères d'évaluation des dispositifs médicaux numériques à l'échelle de l'Union européenne. Ceci pour répondre aux défis actuels du marché. Donc, on voit que le marché des DTX n'est pas encore complètement mature et fait face quand même à de nombreuses incertitudes.
Alors merci, on espère que vous avez pu entendre ce webinaire. Désormais, on va arrêter le partage et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si jamais vous en avez. Et vous voyez que j'ai 2 écrans, donc je lève la tête et vous voyez mon double menton. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette session? Je vois qu'il y a des messages dans le chat, mais c'est peut-être ceux que j'ai loupés. Ça marche, merci Delphine. Pas de questions. Alors, peut-être que si. Merci beaucoup. Vous allez recevoir la présentation à l'issue, donc vous pourrez aussi aller voir les articles qu'on source pour vous présenter toutes ces données. C'est toujours très intéressant, même pour nous, de faire ces webinaires, puisque ça nous permet de faire la veille et de nous tenir informés. Alors, on vous laisse poser les questions, je meuble en même temps, pour vous informer qu'on va définir les prochaines thématiques de nos webinaires à partir de la rentrée de septembre au cours de l'été. Donc, on espère pouvoir vous retrouver à partir de la rentrée pour une nouvelle session de webinaire. Désormais, je pense qu'avec cette nouvelle solution qu'on utilise, on saura comment démarrer l'événement et qu'il y aura moins. Ouais, la question du business model reste la plus tricky. Je pense que et en même temps, alors c'est pas comme un médicament, mais vous êtes soumis aux mêmes problématiques que pour les médicaments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut pouvoir aller valider le business model. Enfin, il faut aller valider la certification et l'AMM auprès de chaque pays, et c'est toujours la difficulté. La difficulté supplémentaire, c'est que là, les marges sur des produits numériques restent très très faibles effectivement. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut découvrir les digital therapeutics autorisés en France? Alors, concrètement, actuellement, vous pouvez les voir sur le site de la Digital Alliance. Maintenant, je vais faire la promo d'un de nos confrères qui s'appelle Tech2Med, qui organise chaque année un événement et un congrès dédié aux thérapies numériques. Et je ne sais pas s'il y a un site qui référence véritablement toutes les thérapies numériques disponibles en France. Maintenant, je pense que des structures comme l'Agence du numérique en santé doivent sans doute avoir des panoramas. J'en avais pas trouvé d'aussi bien fait que celui qu'on a pu vous présenter sur la slide avec le panorama des thérapies numériques en 2022. Comment est faite la promotion de ces DTX auprès des médecins par les structures? Alors, nous, on a travaillé avec une structure qui fait des thérapies numériques et on était sur la visite traditionnelle avec des key account managers ou alors des visiteurs médicaux, des visiteurs hospitaliers qui font la promo du DTX de la même manière que la promo d'un médicament ou d'un dispositif médical avec une visite et avec tous les leviers de présentation. Alors, ça se rapproche nettement plus du dispositif médical puisqu'il y a aussi de la démonstration produit. Mais un point qui est véritablement important, c'est l'information et la sensibilisation des professionnels de santé au fait qu'on a démontré les mêmes bénéfices cliniques et encore une fois avec des études cliniques. On faisait beaucoup de boards. Il y avait beaucoup de boards aussi pour vraiment présenter, expliquer la solution et avoir des retours. Porté par le médical. Oui. Encore une fois, il y a la différence entre tout ce qui peut être porté par le médical et tout ce qui peut être porté par le marketing. C'est un des points importants. Oui. Enjeu plus en fait. Nous, on a pu le voir. C'est-à-dire que sur des dispositifs un peu techniques, en plus, prenons l'exemple de Bliss. Alors, on n'est pas dans le secret de Bliss. Je ne sais pas comment le déploiement s'est effectué, mais c'est vrai que dès que vous utilisez des thérapies, des dispositifs numériques qui sont un peu à la pointe, qui sont avant-gardistes, il y a véritablement énormément de formation. Un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, c'est pas aussi simple à utiliser par des professionnels de santé qui ne sont pas rompus à la réalité virtuelle et par des patients, ça reste des problématiques. Donc véritablement, et quand on voit qu'on a des patients qui sont de plus en plus âgés, qui ont des maladies chroniques, il y a un enjeu effectivement de formation en plus de l'enjeu d'acculturation. Est-ce que le pharmacien est impliqué pour l'accompagnement du patient? Alors concrètement, j'ai pas d'informations clés sur cet aspect-là. Je pense que oui, puisque encore une fois, les pharmaciens sont quand même des professionnels de santé de premier niveau, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles. Il y a quand même un maillage au niveau local qui est beaucoup plus important. Ils ont peut-être de plus en plus de responsabilités, donc peut-être de moins de temps à accorder à chaque patient, mais je pense qu'effectivement, ça doit être des relais de formation et de sensibilisation parmi les plus importants. Merci Radou, effectivement, on essaie de faire des webinaires plutôt très synthétiques pour vous donner vraiment une overview en 30 minutes sur ces thématiques. Amélie, je sais que vous participez assez fréquemment, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires
pour avoir encore une fois des overviews en 30 minutes. On s'excuse du délai qu'on a pris ce matin et du petit retard. D'habitude, on essaye de commencer à l'heure et terminer à l'heure. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on aura un écueil sur la solution technique. Comme quoi, il faut encore que nous aussi, on soit formés. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un très bel été 2024. On espère que le soleil arrivera. D'ici là, je ne sais pas où vous êtes localisé, mais aujourd'hui, chez nous, il fait très gris. Et on vous souhaite une belle journée avant l'été. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. On clôt l'événement. Bonne journée. Au revoir.